qu'on entend souvent au détour d'une allée du Père-Lachaise qu'un prince venu des confins de l'Europe reposerait ici. Et le nom qui revient toujours est celui de Vlad Tepes, le souverain de Valachie que l'Europe a surnommé l'Empaleur et dont l'ombre s'est mêlée au Dracula de la littérature et du cinéma. Cette association fonctionne parce que Paris se prête aux histoires et parce que nos peurs traversent les siècles. Un vampire, dans l'imaginaire moderne, n'est pas une caricature. C'est un mort qui revient. C'est un être qui se nourrit de sang. Et c'est un état qui peut se transmettre. Cette définition ne s'est pas imposée d'un coup. Elle s'est imposée lentement parce que des sociétés sans médecine fiable devaient vivre avec le froid, les épidémies et la guerre. Et qu'elles avaient besoin de gestes pour tenir l'angoisse à distance. On en retrouve la trace très loin dans le temps, notamment dans des sépultures où l'on épandait de l'ocre rouge sur le corps. Des mois ou des années plus tard, quand les chairs disparaissaient, le pigment avait migré et les os se retrouvaient colorés. À la découverte, l'archéologue observait un squelette rouge qui témoignait non d'une malédiction mais d'un soin, comme un faux sang symboliquement rendu aux défunts pour qu'ils ne reviennent pas troubler les vivants. Dans d'autres traditions, on rouvrait la tombe après la décomposition pour rassembler les os, les enduire d'ocre et les redéposer, ce qui produisait le même résultat visible des siècles plus tard. Cette logique d'apaisement rejoint l'époque moderne au début des années 1700, lorsque des villages d'Europe centrale s'embrasent autour d'exhumations mal interprétées. On rouvre un cercueil parce qu'une rumeur court. On croit voir un corps trop froid parce que le froid ralentit la décomposition. On remarque un liquide rouge à la bouche qui n'est qu'un fluide post-mortem. On entend un souffle en perforant la poitrine parce que des gaz s'échappent. Faute d'un langage médical partagé, ces effets naturels passent pour des signes d'activité nocturne. Des rapports au ton savant officialisent alors la peur et la communauté agit avec ce qu'elle connaît, en plantant un pieu, en pratiquant parfois la décapitation, en allumant le feu ou en suspendant de l'ail. On ne produit pas une preuve, on rétablit symboliquement l'ordre. À cela s'ajoute une angoisse simple mais tenace dans les sociétés sans critères médicaux sûrs. La peur d'enterrer trop tôt. La catalepsie et certains comas ont pu être pris pour la mort. La moindre trace dans un cercueil, une griffure, une posture déplacée ou une planche marquée a pu être relue comme l'empreinte d'un réveil impossible. Dans un tel contexte, la croyance n'est pas une absurdité. Elle sert à organiser l'inquiétude et à maintenir le groupe. Le mythe se nourrit ensuite d'images et de glissements de langage qui lui donnent de l'épaisseur, parfois avec l'aval des institutions. Dans une culture où l'on pense que le lait est du sang devenu blanc par permission divine, accuser une femme d'avoir eu recours à du lait de louve pour favoriser la fertilité revient à lui coller l'idée d'un corps qui se nourrit symboliquement de sang. La réputation de vampire s'installe alors sans aucun fait matériel ne soit observé. À l'inverse, la légende de la comtesse Bathory, qui la dépeint se baignant dans le sang, s'effondre quand on confronte les récits à la réalité matérielle, sociale, que supposeraient de tels actes. Il faut enfin rappeler que ces croyances n'ont pas prospéré seulement parmi des populations prétendument crédules. Des tribunaux de l'Ancien Régime ont bien jugé des affaires de loups-garous et des médecins ont rédigé des expertises savantes sur l'impossible. Ce qui montre que justice et clergé ont parfois accordé un tampon officiel à des récits qui débordaient la raison. Une fois cette grammaire des peurs posée, il devient plus simple de replacer Vlad Tepes dans son cadre réel. On parle d'un prince de Valachie, né en 1431, à la tête d'un petit état de frontière pris entre des puissances écrasantes, notamment les Turcs de l'Empire ottoman, qui, après la chute de Constantinople, avancent en Europe du Sud-Est. Sa priorité, sécuriser les routes pour les marchands, faire entrer l'impôt et briser les jeux de bascule des grands seigneurs. Faute d'une armée immense, il pratique surtout le harcèlement et la mise en scène de l'effroi.
L'empalement que la prospérité a transformé en signature n'est pas son invention. La technique vient d'Asie, circule via les Ottomans et sert autant d'arme psychologique que de supplice, parce qu'elle dit à l'adversaire qu'un corps profané ferme la route du paradis. La légende noire s'écrit surtout ailleurs, dans des textes hostiles qui grossissent le trait. Tandis que Bram Stoker, à la fin du 19e siècle, ne prélève de l'homme historique qu'une poignée de lignes pour bâtir Dracula, un roman gothique qui fige pour un siècle la silhouette du monstre de fiction. La question de la tombe demande le même sang-froid. Les faits établis tiennent en peu de mots. À la fin de l'année 1476, Vlad meurt au nord de l'actuelle Bucarest. Sa tête est envoyée à Constantinople pour prouver la victoire. On perd la trace du corps. Les scénarios qui suivent doivent être examinés sans passion. Snagov, l'île monastère que l'on a longtemps montrée aux visiteurs, a perdu son statut lorsque la dalle mise en avant a été ouverte sans livrer la moindre preuve du prince. Comana, un monastère fondé par lui-même, situé près du lieu présumé de sa chute, a du sens. Car en temps de guerre, on enterre vite et près, ce qui est compatible avec l'envoi de la relique à Constantinople. Mais il manque l'identification formelle. Naples propose une dalle ornée de symboles dont la lecture divise et qui ne s'appuie pas sur des analyses suffisamment convaincantes pour emporter l'adhésion. Quant au cimetière du Père-Lachaise, la division 49 offre un décor parfait pour raconter. Paris, au XXe siècle, a réellement été une capitale d'exil et des réseaux discrets où ont circulé objets, archives et parfois reliques. Un rapatriement n'est donc pas impensable en théorie. Cependant, entre le possible et le prouvé, la distance reste entière. Tant qu'aucune archive, aucune fouille et aucun article scientifique ne relie noir sur blanc un caveau à Vlad Tepes, cette piste demeure une belle histoire du cimetière et non un fait acquis. Pour ce documentaire, je me suis appuyé sur le travail de Jacques Sirjean. C'est un spécialiste français de l'imaginaire gothique, ancien professeur de littérature anglo-saxonne, auteur et fondateur du musée des vampires et des monstres de l'imaginaire dans le quartier des Lilas à Paris. Je ne le cite pas pour faire frissonner, mais pour sa méthode. Replacer chaque croyance dans son contexte, vérifier ce qui est établi et identifier ce qui ne l'est pas. Sa règle m'a servi de boussole tout au long du récit. Une hypothèse peut être cohérente sans être prouvée. Et il ne faut jamais transformer une belle histoire en verdict. Dracula appartient à la fiction tandis que Vlad Tepes relève de l'histoire. Nous savons comment s'est formée l'idée moderne du vampire, entre gestes destinés à apprivoiser la mort, exhumation mal comprise, et glissements religieux ou judiciaires qui ont amplifié le récit. Nous savons qui était Vlad, un prince de frontières, brutal comme son époque, dont l'image a été noircie par ses ennemis avant d'être récupérée par le roman. Pour la tombe, aucune preuve n'atteste une sépulture à Paris. Snagov est écarté. Naples demeure discutée et Comana reste l'hypothèse la plus cohérente, sans identification finale. Ici, au cimetière du Père-Lachaise, nous sommes face à une histoire de promenade qui apprend à regarder, à accepter le doute et à ne pas confondre ce qui est cohérent avec ce qui est prouvé.